Reprendre là où j'en étais. Donc en haut de MATLAB, vous avez ici la barre des menus. Là, vous avez la barre d'adresse. Avec donc, vous devez vous placer absolument dans le dossier que je vous ai envoyé pour pouvoir faire fonctionner les différentes routines. Ici, Current Folder, vous voyez le dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc vous devez voir les mêmes fichiers que moi. En dessous ici, si vous cliquez sur un des fichiers, vous devez voir des détails sur le fichier si ce sont des fichiers reconnus par MATLAB. Donc .cnv, ce sont les données issues de la bâtissonde, les données de descente de la bâtissonde. Donc MATLAB ne les connaît pas pour l'instant, on va venir les importer ensuite. Commande Windows, c'est la fenêtre de commande. Vous allez venir écrire les commandes que vous voulez faire. Si je veux faire, donc vous avez vu déjà des petits calculs, 3 plus 5, c'est ici que ça se passe. Si je veux que ma fenêtre de commande soit nettoyée, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien dessus, vous tapez CLC et hop, ça me nettoie tout ça. Il n'y a plus rien d'affiché. Si vous voulez que D égale 2, mais vous n'avez pas envie que à chaque fois que vous avez fait un calcul, tout soit réécrit une deuxième fois en dessous, vous faites D égale 2, point virgule, et comme ça, vous n'avez qu'une ligne. Si je fais A égale 5, point virgule, pardon, vous avez point virgule. Et ici, à droite, vous avez le workspace, c'est votre espace de travail, c'est ce que MATLAB connaît. C'est ce qu'il a d'entrée dans sa mémoire pour pouvoir faire des calculs. Donc A égale 5, D égale 2. Si je lui demande, tiens, A égale combien dans la fenêtre de commande, A égale 5 pour lui. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on a dans le workspace quand on va faire des calculs, parce que parfois on pense qu'il y a des erreurs, qu'on n'arrive pas à faire un calcul. En fait, c'est juste parce que dans le workspace, soit pour lui, le A, c'est pas la même chose que ce que vous croyez, soit parce qu'il ne le connaît pas et que vous essayez de calculer quelque chose avec une variable qui s'appelle A, et que tout simplement, à un moment ou à un autre, la variable a été supprimée. Donc toujours bien faire attention à votre workspace. Maintenant, on va venir utiliser les routines que j'ai créées pour traiter les données de la bâtissonde. Donc la routine qui rassemble les différentes fonctions, c'est process.sbe.m. On double-clique dessus, et là, MATLAB, normalement, va vous ouvrir une fenêtre qu'il appelle l'éditeur. Donc dans cet éditeur, vous avez le script qui a été écrit pour traiter la SBE pour cette année. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Déjà, petite question, pourquoi est-ce qu'on ne traite que la descente et pas la montée, d'après vous? Alors je vous laisse y réfléchir, et puis on en parlera demain, vous me direz ce que vous en pensez. Donc la routine, elle commence par un clear all. Clear all, c'est pour supprimer tout ce qu'il y a dans le workspace. Regardez, si je fais clear all ici, regardez mon workspace, tout a disparu. Close all, c'est pour fermer toutes les fenêtres qu'il y aurait en plus. Alors ces fenêtres, ce serait quoi? Ce serait par exemple des graphiques. Si j'avais fait plein de graphiques, il y aurait plein de fenêtres de graphiques en plus. Il faudra que je les ferme pour ne pas utiliser trop de mémoire, voire pour ne pas mélanger les graphiques avec les nouveaux graphiques que je vais faire. Donc on les ferme tous, et puis CLC, on a déjà vu ce qui se passe, hein. Ça supprime donc tout ce qu'il y a dans la fenêtre de commande. Ensuite, list, donc ça c'est le nom que je veux donner à la variable. Dir, ça c'est la fonction que MATLAB connaît. Des étoiles. Alors dir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va chercher dans le directory. Il va chercher en fait dans le dossier où vous êtes placé tous les fichiers qui commencent par D. Alors ici, tous les fichiers qui commencent par D, ce sont tous les fichiers de descente de la bâtissonde. Donc en faisant ça, je vous montre rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? List. Il a trouvé 22 fichiers qui correspondent à ma demande. En effet, j'ai 22 profils, donc il a correctement travaillé, il a bien vu les 22 fichiers. Et donc ensuite, n égale, donc moi je veux créer une variable n qui va être quoi? Qui va être length, donc la longueur de liste. Donc pareil, si je teste ça en ne mettant pas le point virgule pour que vous voyez la réponse, n égale 22. Donc j'ai créé une variable n
qui correspond à la longueur de ma liste de fichiers, donc finalement ça correspond à mon nombre de profils. Ici, disp, ça permet d'afficher des choses à l'écran. Donc si je refais ici, ça va m'afficher 22 fichiers à traiter. Num2strings, ça veut dire que je transforme un nombre en caractères, en lettres en fait, qui vont pouvoir s'afficher à l'écran. Donc ici, je passe de quelque chose n qui avait un format de nombre, de valeur, qui voulait dire quelque chose en tant que nombre, à quelque chose qui va pouvoir s'écrire. Donc num2string, c'est juste pour pouvoir écrire 22 à l'écran. Ensuite, ici, je viens initialiser les variables qui vont me servir par la suite. Ça veut dire quoi initialiser? Ça veut dire juste que je les crée et que pour l'instant, je ne mets rien dedans. Donc long all, ça va être un vecteur dans lequel je vais venir mettre toutes mes longitudes, toutes les longitudes de chaque profil. Et je le crée comment? Je le crée comme quelque chose de vide pour l'instant. Latitude all, ce sera toutes les latitudes de mes profils, donc pareil, rien dedans. Les profondeurs, les températures, la conductivité, la turbie, la fluo, pour l'instant rien dedans. Et puis, je crée aussi différentes choses. Je crée profondeur, température, conductivité, turbidité et fluorescence comme des profils, des vecteurs simples qui contiennent des nan. Nan, ça veut dire des not a number. Pour l'instant, c'est du rien, c'est vide aussi, mais je leur impose une taille. Je veux qu'ils fassent une taille de 200. Alors pourquoi est-ce que je viens ici leur imposer une taille et que je ne les mets pas comme quelque chose de vide? Alors en fait, ça vous allez comprendre après. C'est parce que chacun des profils aura une taille différente. Certains profils feront 10 mètres, certains profils feront 20 mètres, d'autres feront 30 mètres. Mais si ensuite moi je veux mettre tous ces profils tous ensemble, tous les profils de température ensemble, ben, mathématiquement, MATLAB, il ne va pas réussir à tracer côte à côte quelque chose qui fait 30 mètres avec quelque chose qui fait 20 mètres. Pour lui, il faut que les deux fassent 30 mètres. Et si j'ai pas de données, ben je lui dis, ce sont des not a number, je n'ai pas de données à cet endroit-là. Donc finalement, je crée plein de profils qui vont avoir tous la même taille, mais certains ne seront pas complètement remplis de données. Certains seront remplis jusqu'à 10 mètres, et ensuite ils seront remplis artificiellement de not a number. Donc finalement, imaginez ça comme une matrice, à la fin, si je veux avoir les figures qu'on a vues tout à l'heure comme exemple dans présentation RADEC, les données de 2018, regardez à quoi ça ressemble. Là, on ne voit pas bien, il y a des endroits où il n'y avait pas forcément de données en dessous, et donc il faut réussir à faire des profils qui ont tous la même taille, même si les mesures n'avaient pas toutes la même taille, juste pour une histoire de rangement dans MATLAB. Donc si on continue, on a une boucle for. Une boucle for, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais refaire la même chose, le même calcul, autant de fois que la boucle le demande. Donc ici, je vais le faire de 1 à n, donc je vais le faire pour i égale 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n, donc jusqu'à 22. En fait, je vais le faire pour chaque profil. Donc pour chaque profil, je vais venir chercher le nom du fichier dans la liste qu'on a cherché avant là. Donc je récupère le nom du fichier qu'on appelle filename. Les données vont venir être lues grâce à la routine read SBE. Alors read SBE, vous l'avez tac 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 ici. Alors on peut regarder ce qu'il y a dedans. On n'aura pas besoin de la modifier. Il suffit juste de regarder ce qu'elle va faire si vous voulez rapidement. Alors read SBE. D'ailleurs, il y a une petite erreur ici. Il y a un matrix qui traîne. Il faudra voir si ça pose pas de soucis. Peu importe, on verra après. Read SBE, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle vient lire les fichiers. Où j'ai marqué ça? Donc les fichiers qui sont ici. Alors si vous venez prendre un fichier de profil au hasard et que vous regardez ce qu'il y a dedans avec un éditeur simple, un éditeur de texte. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mes données? Au départ, vous avez plein de choses avec des dièses là au début. Et ensuite, vous avez plein de données. Donc qu'est-ce qu'il y a quand il y a des dièses et des petites étoiles là? Ben, ce sont les paramétrisations, les calibrations de vos instruments. Alors c'est une Seabird SBE 9. On a créé un dossier qui s'appelait comme ça sur l'ordi d'acquisition. On utilise
un software pour acquérir les données qui s'appelle ainsi avec telle version, des numéros de série, des capteurs qui sont affichés ici, etc. Énormément donc d'informations, tac tac tac, sur direction du vent, direction de la houle, donc ici ça n'a pas été rempli a priori, période de la houle, pression atmosphérique, température de l'air, etc. Ensuite, on voit quels vont être les noms des 12 variables qu'on va trouver ici. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 d'ailleurs même. Hop là. Vous avez 13 variables, ah oui, parce qu'on commence à 0. La première variable, scan count, c'est juste chaque mesure a un numéro. Donc première mesure, numéro 1, deuxième mesure, numéro 2, etc. La colonne 1, donc la colonne suivante, ce seront les jours. Les jours juliens, ça veut dire les jours depuis le début de l'année. La colonne 2, c'est le temps écoulé depuis le début du profil. La colonne 3, c'est la latitude en degrés. Longitude pour la colonne 4. La pression, ici, pour la colonne 5. La température pour la colonne 6. Conductivité en microsiemens par centimètre pour la colonne 7. L'atténuation des faisceaux. La transmission des faisceaux. La turbidité, la fluo et flag à la fin, c'est si par exemple j'avais voulu dire que certaines données n'étaient pas bonnes ou les noter différemment, j'aurais pu les flaguer, j'aurais pu les marquer. C'est pas le cas ici, donc cette colonne-là va pas vraiment nous intéresser. Après, span, c'est dire la gamme de valeurs qu'on a dans chacune des colonnes. Donc ici, vous avez l'information sur la gamme de valeurs mesurée. Typiquement, la pression, elle était où? Par exemple, pour regarder ça rapidement, la pression, c'était le 5. Donc on va de 2 mètres à 20 mètres, typiquement. Ensuite, toutes les informations qu'il y a en dessous là, ce sont les calibrations des capteurs. Parce que les capteurs ont toujours des constantes de calibration à l'intérieur. Bon, ça ne va pas parler plus longtemps, mais en tout cas, elles sont disponibles ici. Et ensuite, les données. Donc ce qu'on veut dire à MATLAB, c'est de ne pas prendre en considération les premières lignes et de venir récupérer ici les données jusqu'à la fin, de venir récupérer toutes ces données et d'en faire des profils. Et donc c'est ce qui est fait dans ReadSBE. On vient lui dire de commencer à la ligne 241 et ensuite on lui donne le format des données qu'il va trouver. On ouvre le fichier et on va tout mettre dans quelque chose qui s'appelle Data Array. Il va venir scanner tout le texte et récupérer. Et ensuite, nous, on crée une matrice qui s'appelle Data qui va contenir l'ensemble des données. Donc ReadSBE, là, va nous permettre de récupérer une matrice qui s'appelle Data qui va contenir l'ensemble des données. Et donc ici, on a bien mis Data égale ReadSBE filename. Ici, pour rappel, quand on met un pourcentage, MATLAB ne prend pas en compte ce qui est derrière, donc ça nous permet de mettre des commentaires. Et donc pour rappel, j'ai renoté l'ensemble des variables qui sont mesurées ou qui sont données par l'instrument en spécifiant leur colonne. Ça va être utile pour la suite, pour savoir qu'est-ce qu'on va venir récupérer. Qu'est-ce qu'on veut récupérer? Latitude, longitude, pression, température, conductivité, turbidité, fluorescence. Donc tout d'abord, on va venir récupérer le profil. Récupération de profil, comment ça se passe? Je viens voir la routine, si vous voulez, qui correspond. Pareil, vous double-cliquez dessus, vous allez la voir apparaître dans votre éditeur. Donc, au départ, il y a une figure qui est tracée. Figure, si je tape figure ici, ça me prépare un environnement pour venir faire une figure. Ensuite, pour faire une figure, il va falloir que je lui dise est-ce que je veux une ligne, est-ce que je veux autre chose. Pour faire une ligne, il faut faire plot, P-L-O-T. Et après, il faut mettre ce que vous voulez en abscisse et en ordonnée. Si vous voulez faire plusieurs graphes sur une même figure, vous pouvez faire ce qu'on appelle le subplot. Alors, je continue. Je fais le subplot par exemple ici. Et donc là, il m'a préparé un espace
où il y aura une sous-figure, en fait, un graphe qui sera mis sur cette partie-là, et ça me permettra de mettre un graphe après sur la partie de droite. Donc ça s'appelle subplot. Comment ça marche? Vous mettez le nombre de lignes, je veux que mes graphiques soient sur une ligne, sur 2 colonnes, et là, je vais te dire ce que je veux dans la première case. Dans la première case, je veux qu'il trace X. X, c'est quoi? Ben, c'est le premier profil. Donc on voit, hein, data 6, c'est le premier profil de quoi? Data 6, c'est la pression. Donc première chose, on va venir tracer la pression. Pourquoi est-ce qu'on trace la pression? On veut regarder comment est descendue la bâtissonde. En général, la bâtissonde, on la laisse en surface. Je vous ai dit, en surface, c'est pas exactement en surface, c'est à 1 mètre sous l'eau. On la laisse en pseudo-surface pendant un moment pour que les capteurs se mettent à la température ambiante. Imaginez que votre bâtissonde soit restée au soleil sur le pont. Les capteurs ont peut-être pris chaud. Et donc, quand vous le mettez dans l'eau, si vous mettez en route directe les mesures, elles seront peut-être faussées. De plus, vous avez donc l'eau qui va venir rentrer dans la bâtissonde. Et c'est cette eau-là qui va constituer la mesure. Donc, il faut laisser le temps un petit peu à la pompe de faire circuler l'eau aussi dans ce tuyau pour être sûr qu'il y ait eu un bon mélange qui se soit fait et que ce que vous mesurez, c'est bien l'eau qui vient de la mer et pas l'eau qui a stagné dans la bâtissonde quand c'était sur le ponton. Donc on laisse en général 1 à 2 minutes en surface la bâtissonde et pendant 1 à 2 minutes, votre bateau il a peut-être bougé. Donc on ne va pas prendre en considération ces 2 minutes de mesure. Idem, arrivé au fond, on attend un petit moment que l'eau se calme un peu au-dessus avant de remonter. Jamais très longtemps, là, moins longtemps qu'au départ. Et on remonte. Et là aussi, ça ne sert à rien de garder cette partie du profil. Donc on vient tracer la profondeur pour voir justement quand la bâtissonde s'est arrêtée. On verra un plat par rapport à la profondeur au moment où la bâtissonde s'est arrêtée. Et donc en traçant la profondeur, je vais venir ici demander à l'utilisateur de dire où est le premier point du profil. À partir de quand je veux commencer à considérer ma donnée. Et ensuite, vous allez cliquer sur la figure pour récupérer le deuxième point de votre profil, c'est-à-dire la fin de votre profil. Et on va récupérer à la fin la partie qui nous intéresse seulement et les indices de début et de fin constituant la mesure qui nous intéresse. Donc indice 1, indice 2, ça va me permettre de récupérer seulement la donnée qui m'intéresse, la donnée qui correspond au profil. Et ensuite, je vais pouvoir faire le sous-échantillonnage. Donc à partir des données de pression, c'est sur les données de pression qu'on veut faire le sous-échantillonnage, on veut avoir une donnée de chaque paramètre tous les 0,2 mètres. Donc c'est bien la pression qui va venir nous dire quelle donnée on considère tous les 0,2 mètres. Donc de l'indice 1 à l'indice 2, c'est-à-dire sur le profil qu'on a considéré. La donnée 6, c'est la donnée donc de data, c'est la donnée de pression. On va venir considérer toutes les données de data de l'indice 1 à l'indice 2 également pour les colonnes 7 à 12. Les colonnes 7 à 12, c'est température, conductivité, atténuation, transmission, turbidité, fluorescence. Donc toutes ces variables-là vont être sous-échantillonnées à un pas de 0,2 mètres en fonction de la pression. Vous pouvez regarder la routine qui est ici, subsampling. Donc, sans rentrer vraiment dans le détail, on vient récupérer ici toutes les données qui se trouvent autour de la première valeur. Donc au départ, on va faire ça donc, de 0 mètre à 40 mètres environ. Donc on va essayer de revenir voir tous les 0,2 mètres, les données qu'on a, et on va venir moyenner sur toutes ces données. Donc la moyenne est ici, on va venir moyenner sur toutes les données qui se trouvent tous les 0,2 mètres pour avoir un point tous les 0,2 mètres. Et ensuite, vous avez un tracé qui est fait qui vous permettra, vous, de récupérer ça pour votre rapport, pour bien montrer ce que vous avez fait. Et alors ça, bien sûr, c'est fait pour chaque variable, les 6 variables qu'on a pour l'instant pris en compte. Mais je ne vous demanderai pas ensuite de parler d'atténuation et de transmission. Ça, c'est en dehors du cadre de votre manip et de Radec. Donc une fois qu'on a fait le sous-échantillonnage, on va récupérer ici la donnée, donc pression
et les données moyennées, data average, on va les récupérer et venir les mettre dans les matrices qu'on avait créées au début. Donc on attribue bien la donnée 1 ici. La première donnée, c'est la température. La deuxième donnée qu'on a choisie ici, donc c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Donc ici, on ne récupère pas la donnée atténuation, la donnée transmission. On va récupérer tout ça. La longitude, c'est la moyenne de toutes les longitudes mesurées pendant le profil. Donc pour le qui correspond à data 5 ici et data 4 pour la latitude. Donc là on fait la moyenne de toutes les latitudes le temps du profil. Et le jour, donc on récupère les jours juliens. Alors bon, c'est un peu particulier pour MATLAB. MATLAB, lui, il n'utilise pas les nombres de jours depuis le début de l'année, mais autre chose. Mais le jour nous intéresse peu, donc je ne vais pas m'étaler dessus. D'ailleurs, je ne vais même pas le sauvegarder après. Donc on va avoir nos profils avec donc, on sauvegarde des fichiers matlab.mat qui vont s'appeler profil plus le nom du fichier ici pour qu'on repère bien avec le jour, la latitude, la longitude, la profondeur, la température, la conductivité, la turbidité et la fluo. Et en plus, on va venir sauvegarder dans des grosses matrices toutes les longitudes, toutes les latitudes, toutes les profondeurs, température, conductivité, turbidité et fluo pour tous les profils ensemble. Ça, ce sera pour faire des plus grosses figures derrière. Donc, le plus simple, c'est de lancer la routine. Vous verrez mieux ce que ça fait en le lançant. Donc au départ, ça va tout supprimer ce qui est ici. Ça va supprimer la figure que j'avais commencé à faire. Et puis ça va supprimer tout ce qu'il y a sur mes commandes. Et ça va commencer à traiter les fichiers. Alors on lance. Et pour lancer, vous allez voir qu'une fois que vous aurez ouvert cet éditeur, en haut, il y a des menus qui sont venus se rajouter. Tout à l'heure, on n'avait que Home, Plots et Apps. Maintenant, on a Editor. Et dans Editor, vous avez Run. Alors, si vous cliquez sur la flèche verte, ça va tout simplement faire fonctionner votre routine. Donc, ma routine, comme je vous le disais, si on regarde un peu ce qui se passe derrière, je ne peux pas bouger ma figure puisque j'ai un petit truc là qui attend que je fasse quelque chose, une action. Et si vous voyez sur votre fenêtre de commande à l'arrière, il y a écrit 22 fichiers à traiter. Et mon premier fichier, c'est bien D0001.cnv. Donc là, on me demande de repérer le premier point de votre profil. Donc ça, c'est mon profil de pression. Ça va de 2 mètres à presque 20 mètres. Et vous voyez en effet qu'on a un plateau au départ, le temps qu'on attend que la bâtisse sonde s'adapte à son environnement et récupère de l'eau. Et puis un plateau aussi au fond. Donc vous venez cliquer, c'est pas besoin d'être très précis, vous cliquez au début, hop. Vous voyez que maintenant il me demande de repérer le deuxième point de votre profil. Alors vous allez en haut, vous cliquez en haut, et voilà. Et là, vous voyez sur votre fenêtre de commande à l'arrière qu'on est passé au deuxième fichier. Donc deuxième fichier, repérez le point de votre profil, bam, bam, etc. Donc une fois que vous avez terminé de récupérer donc chaque point, là, de cliquer sur le point de début et le point de fin, vous allez voir que vous avez plein de figures. Vous allez avoir 44 figures. Alors 22 figures, c'est celles que vous avez remplies là. Donc vous aviez l'image pour pouvoir récupérer les points. Et en fait, ça allait tellement vite que vous n'avez pas vu qu'il y avait une deuxième image après qui s'était créée qui montre ce que vous avez récupéré. Comme ça, vous pouvez vérifier que vous avez bien récupéré le bon profil. Et puis ensuite, il y a une autre figure qui s'est créée et qui vous montre comment c'est fait le sous-échantillonnage. Alors, vous pouvez venir jouer avec cette figure et regarder un peu plus. Donc ici, vous avez la température qui va de 2 mètres donc à presque 22 mètres. Partout pareil, puisqu'on est sur le même profil. Conductivité, atténuation, transmission, turbidité, fluo. Et vous pouvez vérifier que le sous-échantillonnage là, qui s'est fait est bien joli, est bien propre. Il suit ce qui est en bleu derrière. En bleu derrière, c'est quoi? C'est la donnée brute que vous avez acquise. Si vous voulez sauvegarder ces figures pour pouvoir mettre dans vos rapports un exemple et expliquer ce que c'est,
le sous-échantillonnage. Vous pouvez venir ici dans File, Save As, et vous allez pouvoir lui donner un titre, et puis ici c'est .png, et si je veux, en bas là, je peux venir changer et choisir le format que je veux. PNG, ça suffit largement. Si vous voulez venir modifier les figures, vous pouvez avec View, Property Editor. Vous cliquez dessus, et selon l'écran que vous avez, ça ne va pas se faire de la même façon. Moi, il est venu créer ici, à côté, donc c'est pas très pratique. Hop là. Pour vous montrer, ça aurait été mieux si c'était à l'intérieur. Comment on veut faire ça? Tac. Celui-là, comment je peux le rentrer là-dedans? Bon, tac. Et alors, voilà, comme ça, ce sera plus facile. Donc, si vous cliquez sur un axe, là, à côté ici, vous voyez que vous avez, c'est pas du tout joli, mais on va le mettre en bas, ça sera plus joli. Si je clique sur un axe, je peux venir choisir ce qu'il va y avoir sur l'axe des Y. Par exemple, je pourrais mettre profondeur en mètres. Hop, et donc vous voyez, ça s'inscrit sur la figure. Là, c'est quand même écrit très très petit. Donc je peux venir jouer sur la fonte. Je peux mettre 20. En général, c'est mieux. Idem pour chacun. Hop là. Bon, là, je sais que commence à être trop petit, mais voilà l'idée. Si vous cliquez sur quelque chose, là, je peux changer la couleur. Je vais mettre tout en noir. Je peux changer la ligne qui est en dessous aussi, si j'arrive à cliquer dessus. Je peux changer les marqueurs, mettre des petits diamants à la place de mettre des petites croix, changer leur taille, changer leur couleur, etc. Donc avec ça, vous pouvez venir jouer sur tout, les titres, etc. Donc voilà le basique sur les figures. Idem sur l'autre, hein, si je veux venir changer des choses, je fais Property Editor. Et puis, je peux venir donc changer la couleur, on a dit, hein. Noir, je peux changer le type de ligne si je veux. Je peux faire grossir la ligne aussi, pour qu'on voit mieux. Je peux donc venir changer la fonte pour qu'on voit un peu mieux les choses. Toujours désagréable dans un rapport de ne pas réussir à voir les chiffres. En général, on dit toujours que sur une figure, les notations doivent avoir la même taille que la taille de votre fonte de l'ensemble du document. C'est souvent oublié malheureusement. Vous pouvez ici venir jouer sur Grid et venir ajouter un quadrillage. Et vous pouvez surtout venir supprimer ce que j'ai écrit ici et puis mettre peut-être un autre titre. Insert. Dans Insert, vous pouvez insérer aussi le titre, sinon il était noté en bas. Title, vous pouvez mettre avant, après. Donc ça, si je clique sur cette figure, title, après, et puis je rajoute des petits grillages comme ça. Enfin, voilà des différentes idées. En bas, ici, c'est juste le nombre de mesures. Donc, ça n'a aucune signification. Ici, c'est la profondeur. Pareil, là, on peut venir mettre, cliquer sur l'axe, Y-axis, profondeur, en mètres. Donc, vous avez tout terminé, vous avez tout traité. Maintenant, il va falloir faire des graphiques pour essayer d'exposer un peu ce que vous avez déterminé. Donc, normalement, vous avez une matrice qui s'appelle alldata.mat et vous avez tous les profils qui sont tracés ici. Alors, je vous ai fait un petit script qui est dans exemple graphique. Alors, celui-là, il ne faut pas le lancer comme on a fait pour Process SBE tout à l'heure, puisqu'en fait, c'est juste pour vous aider, c'est plein d'exemples. Donc, c'est à vous après de venir copier-coller ce qui vous intéresse. Donc, par exemple, si vous voulez tracer des profils de données, vous allez venir prendre un profil. Donc, au hasard, j'ai fait l'exemple avec le profil 1, et vous allez pouvoir prendre plusieurs profils, les profils que vous voulez, qui vous semblent les plus intéressants à regarder. Et là, vous allez pouvoir venir faire, par exemple, un profil de fluorescence.
Donc on met la profondeur en deuxième, pourquoi? Ben, parce qu'on veut avoir la profondeur ici sur l'axe, donc sur l'axe des ordonnées. Alors ce qui n'est pas intéressant là, c'est que j'ai mis donc directement en fonction de la profondeur, sauf que ma profondeur était donnée en positif. Donc la solution que je peux avoir, c'est d'inverser cet axe, et pour inverser cet axe, vous devez copier cette ligne là, hop, vous faites entrer, et ça va inverser votre axe. Si vous voulez savoir à quel moment de la journée le profil a été fait, vous venez utiliser la fonction de MATLAB date_str. Ça veut dire que ça va mettre la date sous forme de string. String, ça veut dire que ça va mettre la date sous forme de chaîne de caractères, alors que dans le jour, c'est un nombre, un numéro que vous avez. C'est le nombre de jours depuis le 1er janvier de l'an 0. Donc c'est pas très facile de voir ce qu'il y a de caché dans ce 73 000, etc. Donc en faisant date string, vous voyez que le premier profil a été fait le 14 mai 2019 à 9h16 du matin. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder tous les profils. Comment est-ce que tous les profils ont évolué? Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a créé la matrice avec toutes les données rassemblées. C'est plus simple que de venir prendre les données de chaque matrice ici. Là, ça vous permet juste de venir rapidement avoir accès à un des profils. Donc si on vient chercher ces données, pensez à faire un clear all de temps en temps pour ne pas garder trop de données dans votre workspace. Vous double-cliquez sur la matrice ou vous faites load directement et vous avez vos données qui arrivent là à droite dans votre workspace. Donc là maintenant, je peux venir tracer toutes les données en fonction de la profondeur. Et là, vous voyez que ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que depth n'existe plus déjà. Et si je mets en fonction de depth all, il va venir prendre tous les depths différents qu'il y a dans la matrice. Donc le plus simple, je pense, c'est de venir recréer un vecteur. Depth, c'est le même dans tous les profils, puisqu'on a imposé à ce que ce soit un profil qui aille de 0 à 40 tous les 0,2 mètres. Donc même de 0,1 à 40 exactement. Donc du coup, vous pouvez reprendre le depth et ensuite venir tracer, pas celui-là, pardon, je fais des bêtises, hop, voilà, et là vous avez tous vos profils de température mis sur un même graphe. Alors c'est très brouillon, pas simple à analyser, tout ce qu'on peut dire c'est qu'on voit que les profils, il n'y a pas énormément de disparité, hein. On va de 13,4 à 14,2, donc on n'a que 0,6 degrés de différence, c'est pas une grosse différence, on voit en majorité que la température est plus importante en surface qu'au fond, ce qui est logique, hein. Par contre, on n'arrive pas à analyser d'un profil à l'autre ce qui se passe. Donc, comment faire pour pouvoir analyser correctement d'un profil à l'autre ce qui se passe? Déjà, voir comment se situent mes profils les uns par rapport aux autres. Est-ce que je pourrais regrouper certains s'ils sont proches les uns des autres? Est-ce que je peux les tracer ensemble? Donc, dans ce cas-là, on va venir prendre les longitudes et les latitudes. Donc vous fermez la dernière figure, vous la sauvegardez si vous voulez, et vous venez tracer les longitudes et les latitudes. Donc voilà, ça c'est très joli, mais je ne sais pas trop où ça se situe. Donc pour savoir où ça se situe, vous allez venir prendre les données du trait de côte. Alors comment venir prendre les données du trait de côte, sachant que c'est un point date? Vous allez devoir importer les données. Pour importer les données, vous allez dans Import Data dans le Home. Donc Import Data, on clique dessus. On vous propose les fichiers. Vous allez prendre trait de côte de France, ouvrir. Et là, donc, pourquoi il me met ça comme ça? C'est bien un nombre. Donc il n'aime pas les not a number.
Ok. Donc quand vous importez le TC France, en fait, ce qu'il n'aime pas au départ, c'était en jaune, c'est pour ça que je savais qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas parce que ici, il fallait lui mettre que les virgules pouvaient délimiter les colonnes. Et après, il m'a dit attention, les virgules servent aussi pour faire les nombres décimaux. Or, moi, j'utilise que des points pour faire les nombres décimaux. Donc, pas de souci, on peut lui mettre comma ici. Et ensuite, ça fonctionne bien. Vous pouvez, dans ces petites cases, venir choisir le nom que vous allez donner. Alors ici, c'est la longitude. Donc, pour être sûr, on va mettre trait de côte longitude. Très bien. Puis latitude. Voilà. Je pense qu'on est bon. On peut faire import selection et il va créer une table. Ici, output type, c'est une table qu'on va avoir. Alors, une table, comment ça se voit ici? Vous avez TC France qui est une table de plein de données x 2. Une table, ça veut juste dire qu'ensuite, pour le tracer, il va falloir que je fasse TC France, point longitude et point latitude. En fait, il faut vraiment mettre les noms ici et là que vous avez rentré en haut des colonnes, comme je viens de faire à l'instant. Je fais entrer, et là, vous avez la France. Et vous allez pouvoir zoomer avec la petite loupe plus là, sur la zone qui nous intéresse. Alors si vous voulez jouer sur l'aspect ratio, sur le rapport d'aspect entre ordonnée et abscisse, il y a la petite fonction d'aspect qui permet de mettre la même longueur de chaque côté. Bon là on est en latitude, longitude, donc on n'a pas forcément 1, mais ça tombe bien parce que je pars chez nous, c'est environ 1. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre et de voir que nos points sont plutôt bien alignés, ce qui est pratique. Pourquoi? Parce que si on veut aller tracer toutes nos données de rang sur des jolies courbes interpolées colorées comme on a vu pour les données 2018, ben on peut faire ça en partant du 1 jusqu'au 22. Donc ça, vous pouvez sauvegarder ça aussi, modifier, mettre plus gros les tailles comme on a vu tout à l'heure avec View Property Editor. Alors, la question c'est, est-ce que je trace en fonction de la longitude, les jolis graphes colorés, ou en fonction de la distance? Donc, comme vous voulez, on voit très bien qu'en fonction de la longitude, ça doit pouvoir marcher, quoique certains profils seront plus rapprochés que d'autres puisqu'on courbe un peu. Au moins en distance, vous êtes sûr que tous les profils seront quasiment à égale distance, ou en tout cas, ils seront à la vraie distance qu'ils avaient les uns par rapport aux autres. Pour calculer la distance, je vous ai mis une petite routine, elle dist en kilomètres. Si vous regardez ce qu'il y a dedans, vous verrez qu'elle est excessivement simple, simplifiée. Elle est très courte, hein, parce qu'en fait, il y a deux façons de calculer, soit avec la distance type avec le sinus, soit à la méthode de Pythagore. En fait, on vient considérer une sphère parfaite, ou on vient considérer carrément une droite entre les deux points autour de l'arc. Donc, si vous venez faire ce calcul, il y a les deux résultats qui apparaissent, les deux formules qui vont être utilisées, qui vont vous donner le D1, la première distance en kilomètres, la deuxième distance en kilomètres. Si vous faites tourner ça, ça va calculer toutes vos distances par rapport à au premier profil. Premier résultat, D1, deuxième résultat, D2. Vous voyez que vous n'avez quasiment pas de différence et que au plus loin vous êtes, c'est à 13 km, vous avez 10 cm de différence entre les deux. Bon, pour une station, 10 cm, c'est plus que ridicule. Hein. Donc, vous voyez que vous pouvez prendre une formule ou l'autre, peu importe. Vous choisissez de prendre D1. Donc, la distance, ça va être D1 là en kilomètres. Donc, on l'appelle maintenant dist. Et vous pouvez faire des figures. Alors, il y a deux types de figures dans MATLAB qui permettent d'afficher vos profils. Avec Pcolor, vous allez afficher réellement les profils que vous avez mesurés. Donc, si vous venez prendre ici toutes ces infos, donc Pcolor c'est la formule, c'est la fonction, dist c'est la distance, profondeur, température, tous les profils de température. Si je fais juste celui-là,
tac. Pardon, du coup, j'ai pas oublié de faire cette ligne-là. Voilà, donc je recommence. Alors voilà ce que ça vous donne. Première chose, il n'y a pas beaucoup de gradients de couleurs, du coup vous pouvez venir changer les couleurs. Pour ça, vous allez choisir une color map. Il y en existe plein. Petite info, dans Help, l'aide est super bien faite dans MATLAB. On s'en sert énormément pour aller copier des bouts de routine, pour récupérer tous les arguments qu'il faut mettre dans une fonction. Vous tapez color map. Et idem sur internet, MATLAB, l'aide MATLAB est super, donc il ne faut pas hésiter à taper sur internet dès que vous avez un souci. Donc color map, comment l'utiliser? Énormément, il me semble qu'il y a tous les types de color map que vous pouvez utiliser qui sont listés à la fin. Voilà. Voilà toutes les couleurs que vous pouvez utiliser si vous voulez vous amuser. Donc ce que je trouve le mieux, moi, c'est le color map Jet. On voit vraiment beaucoup de gradients de couleurs différents. Dans ce cas-là, vous marquez ici color map Jet. Et donc ça vous change la couleur et on voit plus de gradients de couleurs. Pour savoir à quoi correspondent les couleurs, vous mettez color bar. Ça va vous ajouter une color bar sur le côté avec les axes. Si vous voulez jouer sur les valeurs des axes, vous pouvez faire la commande C-axis. Vous mettez ici, je peux aller de 12 à 15 par exemple. Vous venez voir ici, il aura mis de 12 à 15. Donc forcément, c'est pas le mieux, puisque lui, il avait vraiment fité en fonction de ce qu'il avait. Mais vous pouvez vouloir, pour X raison, changer cet axe. Donc c'est comme ça qu'on le fait. Je vais reprendre ma figurine initiale qui était plus jolie. Je vais donc fermer celle-ci et refaire cela. Voilà. Alors ce qui me gêne maintenant, ce sont tous les petits traits là en noir. Alors si vous voulez ne plus les avoir, vous faites shading flat. Il va les colorer de la couleur de la case qu'ils entourent. Donc là, vous avez tous vos profils, les uns à côté des autres, du 1er au 22e. Donc ici, c'est l'aulne. La distance est ici. Donc comme tout à l'heure, vous allez pouvoir venir faire View, Property Editor pour venir mettre des choses sur les axes. En X, on a la distance à partir de la première de la station 1, si vous voulez, en kilomètres. En Y, vous avez la profondeur, en mètres. Voilà. Le titre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La fonte, vous pouvez bien mettre 20, c'est quand même toujours plus agréable. Pour la barre ici, si vous voulez mettre ce qu'il y a sur l'axe, vous devez d'abord avoir donné un nom à la barre. Donc, par exemple, vous pouvez l'appeler color bar, vous pouvez l'appeler C. Et après, vous pouvez mettre C, label string. Et là, on peut mettre température en degrés Celsius. Alors, il me semble que le petit rond ne fonctionne pas avec MATLAB. Si, il fonctionne, parfait. Voilà, et donc là, vous avez vos données. Donc, c'est pas du tout interpolé entre les profils. Les profils sont juste mis à la taille entre deux profils, quoi. C'est juste élargi. Si vous voulez maintenant avoir quelque chose d'interpolé pour faire quelque chose de joli, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez utiliser la fonction contourF. Ça fonctionne de la même façon, les color bars, les color maps, tout pareil. Et là, ça va venir vous faire ça va venir interpoler entre les profils. Et vous pouvez même venir augmenter le nombre de couleurs. Vous voyez ici, il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux de valeurs. Vous pouvez venir augmenter ce nombre de valeurs. Alors comment? J'ai oublié aussi, donc on va les vérifier ensemble. Contour F. Et levels, donc c'est juste à la fin, il faut rajouter un nombre. Donc on va supprimer
celle-là. Faire, figure, CTRL F, et à la fin, là je vais rajouter, je vais mettre énormément pour faire le test. 20, on va en faire color map, jet, mettre la couleur bar et mettre un titre. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus moussé. Après, vous pouvez trouver plein d'options. Hein. Il y a plein d'options pour venir ou enlever des traits ici, faire quelque chose de encore plus lisse. Ça sert à rien après de rajouter trop de niveaux, puisque dans les données, vous avez déjà vu qu'il n'y a pas énormément de variations. Hein. Il y a 0,6 degrés de variation entre les données. Et donc, vous allez venir créer finalement une variation, une variabilité qui n'existe pas vraiment. Ça sert à rien de mettre trop de niveaux quand il y a peu de variations. Ce qu'on peut voir toujours ici, c'est quoi? C'est que, comme on avait vu, c'est qu'en surface, on a en effet de l'eau plus chaude hein, qu'au fond. Au fond, elle est un peu plus froide. Ce qui est intéressant de voir, c'est alors là, on va repérer, après, vous regardez un peu les numéros de station, regardez un peu sur l'autre figure, je l'ai plus, mais celle où il y avait tous les points des profils en fonction du trait de côte, voir en fait où c'est, par exemple, ça là, la petite résurgence d'eau chaude. Est-ce que, alors je sais pas trop où ça peut venir, est-ce que ça vient de, je sais plus du tout, hein. Où ça pourrait être ça? L'eau, bah non, l'eau il arrive plutôt ici, hein. Et puis ici, pareil, vous allez avoir de l'eau chaude qui arrive. Alors là, je pense par contre qu'on est en face de l'Elorn. Là, on doit être en face de l'Elorn. Donc on a l'eau de l'Elorn qui arrive, qui doit être plus douce, plus chaude. Il doit y avoir un mélange qui se produit. Vous voyez qu'il y a un fort gradient, en tout cas, de température entre la couche d'eau chaude du dessus et la couche de fond, qui est entre moins 10 et moins 5 mètres. Et ça correspond à là où on avait notre pic de fluo aussi. C'est ça que je vous disais, en général, les planctons, ils aiment bien se placer sur la zone qu'on appelle un peu la thermocline. C'est la zone où on passe des eaux chaudes de surface aux eaux froides de fond. Vous voyez, l'eau est plutôt constante là, un gros gradient, les isocontours sont très resserrés, et puis après, l'eau un peu plus chaude de surface. Et en général, le plancton, il se place là-dedans, là où il y a pas mal de mélange. Alors ici, pareil, il y a une petite résurgence d'eau chaude là, pour savoir d'où ça vient. Est-ce qu'il y a de l'eau chaude qui arrive à cet endroit-là? On dirait que c'est très très localisé. Donc voilà, il faut choisir entre montrer ceci ou montrer où là c'est plus dur à analyser, et cette figure-là où là on interpole, mais en fait on crée de la donnée qui n'existe pas vraiment, donc il faut essayer de faire attention, il faut mixer entre les deux. Donc une fois que vous avez fait des graphes d'un peu tout, hein, avec tout ce qu'on a vu comme exemple, il vous manquera toujours quelque chose, vous verrez dans les données. Il vous manque quoi? Il vous manque la célérité et il vous manque la masse volumique. Pour un hydrographe, c'est important de savoir calculer la célérité et la masse volumique. Donc je vous ai mis deux routines pour ça. Célérité avec la méthode, le modèle de Chen-Emilero, et la masse volumique avec l'équation d'état de l'eau de mer qui provient donc de l'IES 1981. Donc vous avez la fonction ρ par exemple pour obtenir la masse volumique qui dépend de ST et P, la salinité, la température et la pression. Attention, la pression en bar. Donc vous avez la profondeur, passer en bar, juste en considérant l'hydrostatique. Vous devriez savoir le faire. Alors, vous allez devoir rentrer ça dans la formule ici. Donc tout simplement, quand vous avez une fonction, vous venez mettre le nom que vous voulez ici au début, R, et puis là vous devez retaper donc IES 80 et S, il vous faudra la salinité, il vous faudra la température. Ça, la température vous l'avez, hein, c'est vos profils de température pour chaque profil, et la pression. Donc la pression, on avait DEPS. Donc en gros, il faut que vous veniez calculer salinité et pression, parce que là je ne peux pas résoudre le calcul. J'ai pas les routes, j'ai pas les valeurs pour pression et salinité. J'ai la conductivité par contre. Donc pression, vous savez comment faire pour l'obtenir. Vous avez la profondeur, vous avez donc la pression hydrostatique en tout cas. Et pour la salinité,
Vous allez devoir venir la calculer. Alors si on regarde la célérité, par contre, elle c'est pareil. La célérité, comment elle marche cette fonction? Pareil, célérité, elle dépend de z. Donc ça, z, vous avez aussi. C'est juste la profondeur. T, la température, vous l'avez aussi. Et S, la salinité. Donc les deux routines, là, il vous faut la salinité. Et donc la salinité, eh ben, il n'y a pas de routine MATLAB. Je vous ai donné un fichier Excel. Ce que je vous demande, c'est de venir écrire vous-même la petite routine MATLAB qui permettra de calculer ça. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça avec une fonction, etc. hein. Juste rentrer les coefficients et faire le calcul sur un script. Comment on fait un script? Vous faites le petit plus là, ça vous fait un script. Ou bien dans l'éditeur, vous venez faire new. Pareil, ça fait un autre script. Puis vous allez venir faire ρ égale. Puis vous mettez toutes vos valeurs, plus toutes vos valeurs, et tout ce qu'il vous faut pour venir calculer. Donc ça vous permettra de vous exercer sur MATLAB, comme ça, de faire une routine simple. Comme vous avez le fichier Excel qui fonctionne, vous pouvez tester si votre routine marche. Vous pouvez rentrer des valeurs dans le fichier Excel, rentrer des valeurs dans votre routine MATLAB et voir si ça fonctionne. Et puis on revoit ça ensemble demain. Une fois que vous avez la salinité, vous pourrez calculer du coup la célérité et la masse volumique. Et faire de même, faire des graphes comme on a vu, des pécolores ou des contours de masse volumique et de salinité. Voilà, du coup, je pense que je vous ai tout dit. Pour ceux qui voudraient tester ODV ou Shared Data View, je l'ai téléchargé sur mon ordi aussi. Je vais essayer de voir un peu qu'est-ce que ça prend comme fichier d'entrée. Je crois que c'est de l'ASCII, mais il doit y avoir un format particulier. Mais il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous en servir. Donc, je pourrais éventuellement en parler avec vous demain après-midi. Et demain matin, j'essaye de vous envoyer l'équivalent, là, un petit film pour regarder un peu plus la couranto. Bon courage!